Bonjour à tous, Anne Trouby, présidente d'Antigone. Je vous retrouve aujourd'hui pour une chronique d'actualité sur le rapport des 1000 jours. Donc il y a quelques mois, le gouvernement avait commandé à une commission d'experts un rapport sur les 1000 premiers jours de l'enfant pour savoir comment mieux accompagner les parents de jeunes enfants. Donc nous avions, à ce moment-là, avec Antigone, alerté sur le risque totalitaire d'une ingérence toujours plus grande de l'État au sein des familles. Le rapport est rendu et son contenu vient malheureusement confirmer nos inquiétudes. Alors commençons notre lecture par quelques citations tirées du texte qui vous donneront une idée de l'ambiance du rapport. Sur la prise en charge précoce des enfants atteints de handicap, je cite « Les interventions doivent être mises en œuvre dans le milieu de vie de l'enfant, crèche, école, domicile. Enfin, les parents doivent être inclus dans la prise en charge de leur enfant. » Les auteurs jugent donc bon de préciser, en toute fin de paragraphe, que les familles seront consultées quant à la prise en charge de leur enfant, comme si ça n'allait pas de soi. Et de fait, dans un contexte économique difficile, avec l'extension de modèles de vie qui contribuent à la dissolution de la cellule familiale, des lois qui précarisent les familles, c'est vers l'État que se tournent les parents de plus en plus isolés pour obtenir une aide qui était traditionnellement assurée par l'entourage proche. Donc nous le disions déjà il y a quelques mois, cette aide a une contrepartie non négligeable, qui est l'abandon progressif de la responsabilité des parents en faveur d'un État qui devient juge de leur choix éducatif. Alors concernant le sujet qui nous occupe avec Antigone, les rapports hommes-femmes, j'ai été étonnée de constater que la notion de complémentarité est mentionnée dans le rapport. Mais enfin, il faut voir dans quels termes. Je cite « Enfin, plusieurs études montrent que les mères et les pères ont des rôles et des relations différenciés et complémentaires. Les mères sont perçues comme apportant le plus souvent du réconfort et de la réassurance au bébé, alors que les pères sont perçus comme jouant un rôle important dans l'ouverture et l'exploration du monde extérieur. Sont perçus. Donc il ne faudrait pas qu'on puisse penser que les auteurs adhèrent à un constat aussi terriblement genré et stéréotypé. On en restera là. En somme, le rapport des 1000 jours se cache derrière 1000 précautions oratoires et références scientifiques pour réinventer la poudre. Je m'autorise une dernière petite citation assez emblématique des circonvolutions des auteurs. La réduction de l'épuisement parental et la bonne santé physique et psychique, tant de l'enfant que du parent, passe par le partage de l'expérience, l'expression du vécu et le soutien émotionnel par les pairs, ainsi que par l'échange d'informations et de savoirs pratiques issus d'expériences. Donc merci à nos experts, il m'aura fallu une 30aine de pages pour apprendre qu'un bébé, ça interagit avec son entourage dès la grossesse, que les parents, dont les rôles sont, attention, complémentaires, ont besoin de soutien extérieur pour faire face à la responsabilité, ou encore que plus une mère est isolée, plus elle risque le burn-out et la dépression. Après tout, ça fait seulement quelques milliers d'années que les sociétés humaines se sont organisées, alors certes chacune à leur manière, selon ces constats, sans avoir besoin de la caution morale d'un énième comité Théodule. Enfin passons, ce n'est pas le nœud du problème. Le nœud du problème, c'est que passé ces premières pages, le lecteur était quand même en droit de penser qu'on allait enfin tirer les conclusions qui s'imposent de ces constats. Se poser la question de l'avortement, puisque la vie in utero est si importante, du mariage, puisqu'il est si dur d'élever un enfant seul, de la précarité économique, puisqu'elle éloigne les parents du foyer. Mais non. Cette fragilité croissante des familles, qui est soulignée à juste titre par les auteurs du rapport, n'est à aucun moment interrogée. Elle est présentée comme un état de fait. Elle devient une donnée objective, indépassable. Donc l'État apparaît de ce fait comme un sauveur providentiel, alors qu'il ne fait en réalité que s'immiscer dans une place certes laissée libre, mais qui ne lui revient pas pour autant. Donc après avoir bien rappelé l'importance des rôles complémentaires des parents, du tissu social qui les entoure, le rapport constate que les femmes élèvent pourtant de plus en plus souvent leurs enfants seuls, que les familles homo se multiplient, ou encore que les parents, ouvrez les guillemets, en situation de dépaysement, c'est-à-dire les exilés, immigrés, demandeurs d'asile et autres migrants, ne s'en sortent pas. Donc un lien entre ces deux constats peut-être ? Non, surtout pas d'amalgame. Les auteurs ne sont pas prêts à passer pour des méchants. Donc nous en resterons à cet exposé des faits, surtout sans en tirer de leçons. Comme nous n'avons pas ces fausses pudeurs, nous les tirerons à leur place. Donc ce ne sont pas des nouveaux modèles de famille qui émergent, c'est la structure même de la famille, c'est-à-dire la rencontre naturelle d'un homme et d'une femme en vue de fonder un foyer, et son corollaire social, le mariage, qui se dissolve peu à peu sous l'effet du délitement social et spirituel des 50 dernières années, et des attaques administratives et économiques continuelles qui sont faites aux familles. Donc la situation économique actuelle fragilise des cellules familiales qui sont déjà isolées du fait de l'absence de réseau d'entraide naturelle de proximité. Parce que quand la famille étendue se trouve éclatée aux quatre coins de France, ou pire, qu'on arrive dans un pays étranger dont on ne maîtrise même pas la langue, on finit rapidement isolé, de fait. Le résultat, ce sont des foyers instables, de plus en plus souvent réduits à un parent, dépassés par des responsabilités qui sont destinées à être partagées. Donc ces foyers en souffrance se tournent vers l'État pour qu'il règle leurs problèmes. L'État, quant à lui, est ravi de cette opportunité d'étendre son emprise sur une population qui peine par ailleurs à tenir sous sa coupe. Donc ce qu'il faut restaurer pour mieux accompagner les familles, c'est la valeur du mariage, ce sont les solidarités locales et familiales, c'est une unité plus grande du corps social.
Et il faut également remettre chacun à sa place et devant ses responsabilités. La famille, c'est la cellule prépolitique de base de la société. Ce sont les parents qui délèguent, dans des circonstances particulières, comme par exemple la garde ou l'instruction de leurs enfants, leur autorité parentale. Ce n'est pas l'État qui délègue une quelconque responsabilité aux parents. L'État n'a qu'un rôle de garde-fou et d'arbitre et n'est censé intervenir qu'en cas de manquement des parents à cette responsabilité, dans les cas de négligence ou de maltraitance notamment, mais aussi d'incapacité physique ou économique. Le rôle de chacun est normalement clairement défini. C'est là où se situe l'erreur fondamentale du rapport des 1000 jours. Ce sont en fait les cas limites, qu'il s'agisse de défaillance ou d'incapacité, qui sont mises en exergue au point d'en faire des situations générales. Donc le résultat, c'est une liste de mesurettes qui n'auront pour effet que de renforcer l'emprise et la surveillance de l'État sur les familles sans leur être d'aucune aide concrète au quotidien. Ajoutons quand même que quand on se remet le rapport des 1000 jours dans le contexte global des lois qui sont en passe d'être votées actuellement, et notamment la loi bioéthique, les conclusions du rapport ne choquent plus seulement par leur incohérence, mais carrément par leur hypocrisie. Pour exemple, donc le rapport mentionne le rôle complémentaire père-mère dans l'éducation des enfants, on l'a dit, mais sans interroger le bien fondé des PMA pour les femmes seules. Ni des PMA pour les lesbiennes d'ailleurs. Il est question de l'interaction parent-enfant, primordiale lors des 1000 premiers jours de l'enfant, tout en réduisant le congé parental sous couvert de mieux le rémunérer. Le rapport parle d'épuisement parental, de manque de temps, et il prévoit des rendez-vous avec des référents. Il parle d'exposition toxique pendant la grossesse et la phase préconceptionnelle, en proposant un programme de promotion de santé publique. Et au passage, il propose de sensibilité bien sûr aux stéréotypes autour de la parentalité et des bébés, c'est-à-dire en vrac, les stéréotypes de genre sur le handicap ou le multiculturalisme. À aucun moment le rapport ne s'attache à chercher des solutions qui viseraient à l'autonomisation objective des familles, du point de vue de la sécurité économique notamment. Il se contente de répondre aux conséquences de leur précarité par un contrôle croissant de leur choix, à travers l'attribution d'un référent et de campagnes promotionnelles de santé et de vivre ensemble. Or, petite parenthèse, le temps a quand même bien montré que la conséquence à plus ou moins long terme de ce type de propagande, ce sont des obligations avec mesures coercitives potentielles à l'appui. C'est ce qui s'est passé avec la vaccination ou encore l'école obligatoire. Fin de parenthèse. Alors, nous disons stop, assez des campagnes de sensibilisation culpabilisatrices, des rendez-vous administratifs supposés nous aider, mais qui tournent au rendez-vous de bien-pensance, assez des mesurettes chic-choc type allongement du congé paternité quand derrière c'est le congé parental qui se fait sabrer. Nous voulons la préservation de notre liberté éducative, pleine et entière, c'est-à-dire concrètement, pas de loi sur les choix éducatifs, de contrôle croissant des écoles hors contrat ou de limitation drastique de l'IEF. Nous voulons un soutien matériel et économique réel pour les familles qui ne se payent pas à coup de contrôle de l'État. Des congés maternité et paternité, oui, mais aussi des congés parentaux que chaque famille serait libre de se répartir ou non comme elle le souhaite. Des allocations familiales non conditionnées aux revenus, des abattements d'impôts, des retraites crédibles pour les mères qui sacrifient leur travail à l'éducation de leurs enfants, un statut légal spécifique pour les mères au foyer associé à une retraite spécifique et digne, sans tomber dans le piège du salaire maternel. En somme, et c'est ce qu'on dit avec Antigone depuis longtemps déjà, nous voulons que l'État reste à sa place une fois pour toutes, qu'il s'occupe des nombreux cas de maltraitance signalés et gérés parfois plusieurs années plus tard, et qu'il laisse l'écrasante majorité des familles qui vont bien tranquilles. Quant à l'argument des familles isolées, des foyers monoparentaux qui ne vont pas bien, ou de ceux qui profitent de leur autorité parentale pour faire de leurs enfants des petits terroristes en puissance, ce n'est qu'une bonne excuse. Donc plutôt que de faire payer les pots cassés de quelques-uns à l'ensemble des familles, faisons plutôt en sorte de réduire le nombre de ces cas limites en soutenant matériellement et symboliquement le mariage, la stabilité qu'il apporte, en réduisant drastiquement l'immigration de masse, plutôt que d'encourager et de soutenir, je cite, les familles qui souhaitent transmettre des valeurs et pratiques multiculturelles, ou encore en arrêtant de favoriser un capitalisme néolibéral qui propose de faire travailler des mères seules le soir et le dimanche. Les cas limites doivent rester des cas limites et en aucun cas imposer à tous leurs normes de fonctionnement ou justifier des mesures liberticides et un contrôle des familles de plus en plus totalitaire. Je vous remercie de votre écoute. Au revoir. Et bien sûr, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore, je vous donne rendez-vous sur notre site lesantigones.fr, sur notre page Facebook Les Antigones, sur notre Twitter ou encore sur notre chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner.